et messieurs, bienvenue dans cette vidéo de questions que vous m'avez posées sur Instagram, notamment beaucoup sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de questions, et aussi sur YouTube, j'en ai sélectionné 21, et je les ai regroupées par thème. Donc il va y avoir cinéma, on va parler de business, on va parler de caméra, de formation et de tournage. Dans un premier temps, je voulais juste vous remercier, merci énormément du soutien que vous apportez à la chaîne. On a passé les 8000 abonnés là, et ça fait plaisir. Je suis une petite tortue quand même sur YouTube, parce que il n'y a pas d'autres chaînes comme ça qui parlent de sujets aussi pro dans le cinéma, dans les tournages, avec des making-of de publicité. Et donc du coup, forcément, ça intéresse qu'une minorité de personnes. C'est une chaîne de niche et c'est vrai que c'est plus difficile à grandir. Par contre, je suis heureux d'avoir vous comme audience de qualité, vraiment une audience de passionnés, qui me suivent, qui me posent des questions. Merci de commenter tout le temps. Et voilà, donc c'était un petit message de remerciement. Continuez de me mettre des commentaires s'il vous plaît. Posez-moi des questions. Merci de me prendre comme une source d'inspiration et comme pour certains un mentor pour vous enseigner le métier. Et séquence émotion terminée, on passe du coup au thème et aux questions que vous m'avez posées, et je suis ravi d'y répondre et de spoiler des petits projets. Oui. Dans le cinéma, premier thème dans le cinéma, avec une question de ZMyZ. Ça va être rigolo, je pense, les noms. Comment tu trouves l'envie de faire de la vidéo en général? C'est quoi tes ambitions? Et j'ai regroupé d'autres questions avec cette question, notamment celle de So Bad. Là, au moment où tu lis cette question, quel est ton objectif final? De Gaspe Vincent, quelle est la partie de ton travail qui te stimule le plus? Quels sont tes projets à venir? Et enfin, la dernière question de Hamzame Djehed, des projets plus cinématographiques un jour? Je vais vous répondre les 4 en même temps, les amis. Déjà, merci de votre question. Que ça soit mes ambitions, mes projets, mon objectif final, ou est-ce que j'ai un projet cinématographique un jour? Oui, je suis sur mon premier film. Mon premier film en 2024, donc je suis vraiment très content. Premier film de fiction. Je peux vous déjà spoiler un petit peu, c'est un conte. Voilà, que j'ai écrit, que je suis en coécriture avec une scénariste et un dramaturge depuis plus d'un an, 1 an et 3 mois. Et ça devrait voir le jour en 2024. Je suis toujours en négociation avec des producteurs, des investisseurs, donc on verra. J'espère que ça sera en 2024, puisque c'est un film qui est destiné au marché chinois. Voilà, qui sera tourné en France. Bon, j'en dis pas plus, ça va être un énorme morceau, mais c'est important de vous le dire aussi parce qu'il va y avoir un énorme shift sur la chaîne YouTube, puisqu'il y a une énorme stratégie de making-of derrière le film qui va sortir. Donc je prépare ça pour vous régaler au mieux, vraiment une grande série de making-of sur ce film, qui va comprendre un peu tous les aspects, tournage, montage, colo, direction photo, cadre et compo, réalisation, direction d'acteur, matos, équipe, etc., écriture, scénario, bref, il va y avoir beaucoup de choses. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire une vidéo dédiée où je vais vous en parler. C'est mon objectif. C'est mon objectif l'année prochaine, c'est mes projets à venir, c'est mes ambitions. Mon objectif final, il y en a derrière d'autres objectifs. C'est pas un objectif à long terme, ça c'est un objectif à moyen terme du coup que je vais peut-être valider ou pas, de faire mon premier film. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'on va faire une grosse soirée des abonnés à Paris pour la diffusion du film. Donc j'ai hâte de vous envoyer des invitations et de se réunir à Paris dans une grande salle de cinéma pour fêter ça, pour regarder ça. Et voilà, c'est un peu le projet. On va voir si ça se passe ou pas. Je ne sais pas encore. J'espère. Je réponds à vos questions. Voilà. Et pour répondre plus en détail à ZMyZ sur comment tu trouves l'envie de faire de la vidéo, c'est ça qui me stimule, c'est d'avoir créé ma boîte Spirit Production, qui va devenir une société de production pour du film. Et du coup c'est ça un peu qui me stimule, c'est de pouvoir aller vers cet objectif dans le cinéma. À travers des réalisations publicitaires à caractère cinématographique qui m'entraînent, qui me permettent de progresser, puis gagner ma vie surtout, parce que c'est beaucoup plus facile de gagner sa vie dans la publicité que dans le cinéma, hein, on le sait bien. Et pour répondre aussi à la question de Vincent, quelle est la partie de ton travail qui te stimule le plus? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de faire des réalisations qui, à mon goût, j'espère, c'est très subjectif, mais sont de mieux en mieux, même si il y a des erreurs évidemment dans les dernières.
mais qui sont de mieux en mieux au niveau de la direction photo, au niveau de la réalisation, au niveau de l'acting, au niveau du marketing derrière, sur des campagnes mondes qui marchent et j'espère qu'ils marchent de mieux en mieux et qui permettent plus de ROI pour mes clients et qui me permettent du coup d'améliorer mes compétences pour aller vers le cinéma, pour aller faire du moyen métrage pour commencer, ça sera un moyen métrage, et plus tard sur le long métrage ou sur de la série ou sur voilà. Donc c'est vraiment ça qui me stimule le plus, je pense, c'est à la fin quand j'ai fait ma version 1 du nouveau gros projet que je fais pour un client, de voir quelle est la différence par rapport aux anciens, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est peut-être moins bien, si voilà, mais de ne pas régresser et de toujours aller plus en profondeur dans ma compréhension, dans mon style, dans le message que je veux faire passer, dans est-ce que ce que j'avais prévu colle bien avec le résultat, est-ce qu'il est mieux que ce qui était prévu ou est-ce que ça ne marche pas. Et vraiment ça c'est ce qui me stimule le plus. Parce que j'ai pas vraiment un aspect particulier que je préfère. J'adore toute la chaîne de production, que ce soit de la pré-prod à la post-prod. J'aime tout, j'aime absolument tout et je pense que heureusement d'ailleurs que j'aime tout parce que si je continue dans cette voie en tant que réalisateur, et ben il faut tout aimer, il faut tout connaître pour pouvoir parler avec chaque membre de l'équipe sur des sujets que je peux maîtriser, quoi. On passe à la partie business. La partie business, première question de Studio 17. Est-ce que tu prends des contrats autres que pour le marché asiatique ? Oui, je prends d'autres contrats que le marché asiatique, mais vous ne le savez pas. Parce que je ne veux pas communiquer dessus, ce n'est pas mon cœur de business. Et mon cœur de business doit avoir une direction de communication très, très droite. Elle est très claire, il faut qu'elle soit claire en tout cas pour mes clients parce que sinon, eh bien, quand ils auront une pub pour le marché chinois à faire, ils vont pas penser à moi. Alors que si je suis vraiment le spécialiste de la pub, des films très haut de gamme, premium, très cinéma pour le marché chinois, eh bien, ils penseront à moi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec un prochain projet à venir. Je reviens sur les questions cinéma, mais des prochaines pubs qui arrivent là et j'ai hâte de vous parler de tout ça et de vous dévoiler. C'est encore des beaux projets de films qui arrivent là en cette fin d'année et de partager tous les making-of derrière pour continuer de vous enseigner et continuer cette chaîne. Donc oui, j'ai d'autres clients que sur le marché Asie. Je réponds à des prods quand je peux parce que c'est parce que je ne démarche pas des clients là, autres que dans le marché chinois, dans les vins et spiritueux, dans les produits laitiers, dans les liquides, voilà. Mais je réponds à des demandes que j'ai de clients et que ça va vraiment dans n'importe quel domaine, l'immobilier, machin. Donc ouais, ça m'arrive, mais par contre, vous ne verrez jamais de prod dessus. La question de Yannick Scott. Yannick Scott qui m'a posé 10 questions, 12 questions, un truc comme ça. Y a-t-il une différence de créativité, de vision entre tes clients du marché chinois et des clients français ? Oui, complètement. Complètement, c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout la même façon de créer. C'est très compliqué parfois avec les Chinois parce que, faut que vous le sachiez, moi toutes mes pubs, Candia, Cœur de Normandie, Maison de Virge, Calvet, Tholomyès, etc., dans le cognac, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas partagé, mais ce que j'ai fait, eh bien elles sont détruites en Chine. Elles sont coupées, recoupées, recoloriées, une autre musique, etc. Elles sont détruites quand elles sont envoyées à des distributeurs qui les envoient ensuite en Corée, au Japon, au machin, et ils refont tout à leur sauce. Même s'ils adorent, en fait, même si c'est des distributeurs qui me commandent la pub, ils adorent. On adore, on aime, la musique c'est génial, tout ça c'est génial, on la prend, on va l'utiliser, bien sûr, mais on en fera aussi d'autres vidéos avec, et on va optimiser du coup la communication avec en faisant 15 vidéos de ça avec différentes musiques, différentes colos, différents montages. Elle est complètement et on ne peut rien y faire même si vous avez des droits d'auteur, vous signez en Asie, non, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de droit d'auteur comme ça. Et puis après, oui, il y a une vision sur le luxe. Il y a évidemment des codes qui changent, les codes couleurs, les codes sociologiques, les codes culturels, les codes de communication, les angles de communication, les thèmes abordés. Donc ça, tout ça n'a rien à voir. Et il faut le savoir comme ça, parce que il faut le savoir pour ne pas se tromper, quoi. Best Nile Film, qui est le vidéaste qui t'inspire le plus ? Alors, j'en ai aucun. J'en ai zéro. Je ne suis aucun vidéaste. Je ne regarde aucun vidéaste français sur YouTube. Zéro. Il y en a pas que je regarde parce que j'ai pas le temps. Et de deux, j'en ne connais pas beaucoup. Je ne trouve pas beaucoup de
de personnes qui sont sur Red, qui sont sur Harry, qui partagent des making-of de pubs, de cinéma de très haute qualité, donc bah non, j'en suis pas. Anglais un petit peu, mais plus maintenant. Je le faisais il y a quelques années, il y a 2 ans, un an, 2 ans, je regardais encore un petit peu, mais ça s'est arrêté assez vite. C'était Mark Bone. Quelqu'un qui fait des documentaires. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un style à lui, c'était assez inspirant, assez touchant. Et puis, mais sinon, bah, je m'inspire de réalisateurs et chefs opérateurs dans le cinéma, des directeurs photos comme Roger Deakins, comme Peter Jackson, comme etc., des grands noms qui me permettent bah, de former mon œil au meilleur. Parce que le problème, et je vous l'ai déjà répété, c'est que sur YouTube, sur Instagram, vous avez tout et n'importe quoi. Et vous habituez votre œil à regarder tout et n'importe quoi et à ne pas vous concentrer sur l'excellence. Prochaine question de Julien Arnold Movie. Comment trouves-tu les partenariats et tu démarches où ils viennent vers toi? Alors, merci pour cette question parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question sur les partenariats et collaborations. Je sais que ce n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Je vais être 100% honnête et transparent avec vous. Je fais beaucoup de collabs avec les marques comme vous avez vu, qui m'envoient du matos gratuitement, qui me donnent le matos et qui me payent en plus pour certaines, parce que c'est du matos que je sélectionne, qui me sont utiles pour mes prods. Là, c'est des besoins que j'ai. Je ne prends pas de matos pour prendre du matos. C'est du matos dont j'ai besoin pour les prochains projets à venir. Donc je leur dis, bah, j'ai une pub qui arrive dans ça, j'ai besoin de ça, moi je suis OK pour vous en parler. S'il est bien, je le teste. J'ai vu en amont des reviews, je sais ce que je veux, en gros, généralement c'est ça. Et je suis OK pour en faire une vidéo dédiée, en parler sur les réseaux. Donc mes reviews matos et les partenariats que je fais, c'est parce que je sais que ça j'en ai besoin, je veux travailler avec, je les utilise sur mes prods. Donc je suis OK pour en parler parce que ça m'aide à faire des meilleurs prods, à faciliter mon workflow, à être plus simple, à aller plus loin, etc. Donc les reviews matos, c'est pas des tests. Je fais pas de tests matos en fait. Je fais du placement de produits parce que c'est du matériel que j'adore et que j'utilise. Donc je l'adore. Donc je sélectionne les marques avec lesquelles je travaille. Des petits commentaires qui sont venus depuis la dernière vidéo, notamment de Side6436. Pour la question, je débute dans la vidéo et du coup sur les réseaux on me propose beaucoup de contenu associé et ça donne l'impression que tout le monde en fait et que les métiers de vidéaste ou de monteur commencent à être bouchés. De ton point de vue et peut-être de celui des clients que tu rencontres, ce sentiment est-il le même, que le secteur commence à se remplir de plein de vidéastes ou que les clients préfèrent faire eux-mêmes après quelques formations, voire même sans, parce que après tout le monde peut filmer. C'est ironique, bien sûr. Alors, très bonne question, merci. Non, je pense pas que le métier soit bouché. C'est clair qu'on est beaucoup de vidéastes, de plus en plus de cinéastes. Voilà, beaucoup de personnes à son compte. On est dans de la consommation de vidéos rapides, énormes, surtout avec les plateformes qui sont sorties et les apps, voilà. Mais je pense pas que ce soit bouché parce que y a énormément de demandes, parce qu'il y a énormément de sociétés, il y a énormément de domaines, il y a énormément de pays. Vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, dans n'importe quel domaine, si vous développez votre style. Si vous ne développez pas de style, c'est bouché. C'est clair et net. Mais si vous avez un style, vous avez des boulevards pour vous. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien prendre en compte cet élément qui est déterminant dans votre avenir, dans votre métier, dans votre business, c'est d'avoir votre propre style dans l'image, dans la direction photo, dans la réalisation, dans le message, dans les valeurs, dans la colo, etc., dans la musique. Tout ça, ça fait partie de votre style qui doit être harmonieux, qui doit se respecter les prods après les autres. Et vous avez l'espace pour créer et pour répondre à des demandes clients qui aimeront votre style et qui vous prendront vous. Maintenant, voilà, c'est le plus difficile à trouver son style. Toi qui débutes dans la vidéo, tu as des entreprises qui font ça à leur iPhone, etc., mais ils sont très limités. Le contenu qu'ils font, c'est très limité, c'est très peu cher. On fait 200 €, une grande vidéo, machin. Mais ça reste très limité et c'est pas le genre de client. Je te souhaite pas d'avoir ce genre de client, tu vois.
Je te souhaite d'avoir des clients qui sont passionnés d'image, de communication, de marketing et qui veulent mettre le budget pour avoir quelque chose de beau parce qu'ils savent derrière que ça leur rapporte beaucoup plus. Une question de Fire K13. Pour la question, par quoi commences-tu les premiers dialogues avec un client que tu démarches? Quand on commence, c'est parfois dur de rentrer dans un commerce et de proposer son travail sans se sentir comme un imposteur. Je suis complètement d'accord et le but, c'est pas que tu te sentes comme un imposteur, hein, au contraire. C'est que tu arrives vraiment confiant de dire, bah voilà, moi je peux faire ça, je sais faire ça, pour tant de budget. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez travailler avec moi ou pas. Et si vous voulez pas travailler avec moi, bah tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Et les clients doivent se sentir chanceux de travailler avec vous. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans la masterclass business. Et ça répond aussi à ta première question. C'est quoi les premiers dialogues? On voit comment est-ce qu'on démarche un client. Donc quand tu démarches un client pour la première fois, que ça soit en physique, que ça soit par mail, il faut vraiment structurer sa demande. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu saches te présenter en une phrase, qu'on sache ce que tu fais, ce que tu apportes, quelle est la solution et surtout que tu aies bien compris quel est leur besoin. Quel est leur problème, quel est leur besoin et qu'est-ce que tu peux apporter pour les satisfaire, leur permettre d'aller plus loin, d'être un tremplin pour eux à ce niveau-là. Donc il faut bien structurer sa demande. Quand tu arrives dans un commerce et que tu te présentes, il y a tout un... voilà, c'est toute une présentation, c'est beaucoup de ce que tu dégages, les premières images, ton premier sourire, le ton de la voix, l'intonation, est-ce que tu as de la confiance, est-ce que tu te sens à l'aise, est-ce que tu te sens bien, etc. Et puis plus tu vas faire des projets, moins tu te sentiras comme un imposteur. C'est l'expérience qui va faire que tu vas arriver confiant, etc. Au début c'est normal, c'est gratuit, tu fais 3 pubs gratuites jusqu'à ce que tu te constitues un petit portfolio, puis après tu y vas, tu y vas, tu as besoin de manger, tu as besoin de payer tes factures, donc c'est normal. Pour finir dans le thème un peu business, quel est ton parcours dans le cinéma, à la vidéo? Continue ton travail qualitatif. Merci Léo. Mon parcours dans la vidéo, j'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques temps, mais pour tous les nouveaux qui sont venus, bienvenue déjà. Et puis moi j'ai fait que des études de chinois. Licence de chinois, master de chinois, deuxième master en marketing communication Chine. Et comme je faisais de la vidéo depuis que j'ai 12 ans, tournage, montage, je faisais tous mes voyages, je faisais des vidéos de Jackass, etc. Je mettais des titres, enfin bref. Et j'ai continué dans mes boulots à faire de la vidéo. Après, je suis parti en marketing communication dans le tourisme de luxe pour une agence de voyage de luxe. Ensuite, j'ai été chez Guerlain du groupe LVMH en tant que responsable marché chinois international en marketing communication. Donc, je continuais aussi à côté de ça à faire de la vidéo et même en interne pour les boîtes avec qui je travaillais, je faisais de la vidéo jusqu'à arriver à des compétences pro et je me suis dit mais il n'y a que ça qui me fait kiffer quoi. J'aime faire que ça de la vidéo, donc pourquoi est-ce que je m'embête à regarder des films au travail et pourquoi est-ce que je fais pas de la vidéo et mes passions je les ai mixées, j'ai dit j'aime les Chinois, j'aime la vidéo, je vais faire des vidéos pour les Chinois et du coup je me suis allé me former avec des réalisateurs, des chefs opérateurs, des cadreurs, des coloristes, voilà. Ah si, d'ailleurs du coup Besnail Film, qui est le vidéaste qui t'inspire le plus, la question d'avant, et moi je me suis formé et j'ai été inspiré au tout début par Eric Thane, qui est un chef-op américain, qui fait beaucoup de formations aussi, et sur qui je me suis vraiment formé au niveau du tournage, de la lumière, de tout ça. Et vraiment très gentil, très mimi, très sympa, et il fait du travail que j'aimais bien le style qu'il avait, et je m'en suis inspiré au début. Donc voilà, ça répond. Prochain thème, caméra. Les caméras. Pourquoi avoir quitté Fuji pour des caméras de cinéma de la part de Studio 17? Ah encore? Ça répond aussi à plusieurs questions que j'ai reçues, que je ne mets pas forcément là parce que je regroupe. Je voulais passer sur des caméras de cinéma puisque je veux aller dans le cinéma et faire des prods à plus haut niveau, à plus gros budget. C'est compliqué d'arriver avec un Fujifilm sur des budgets de 70 000 € dans les pubs. C'est pas possible. Il y a un problème, vous n'allez pas continuer avec vos clients, c'est bête, mais c'est comme ça, même s'il y a une très belle image, etc. Parce que je voulais plus de dynamique, clairement. Même le Sony A7S III ou les caméras Blackmagic, etc. J'avais pas assez de dynamique, je voulais beaucoup plus. J'avais envie du ralenti extrême, avec de la 4K ou de la 2K, etc. Je voulais vraiment passer sur des vraies caméras avec des objectifs cinéma pour avoir une douceur extrême dans l'image. Vraiment bosser sur des trucs beaucoup plus travaillés, beaucoup plus gros. Et voilà, tout simplement. Yannick Scott, as-tu déjà tourné avec une Arri et si oui, une préférence avec Red? Non, je n'ai pas tourné avec Arri. J'aimerais bien, mais c'est quand même 3 fois le budget d'une Red Raptor.
c'est quand même pas facile. Alors après, Harry, c'est très instinctif, c'est très facile d'utilisation, mais c'est pas forcément facile d'accès, parce que si on achète une Harry, si c'est pour mettre du Pictor Zoom dessus, bah ça vaut pas la peine. C'est pareil avec un peu la Raptor. Moi, les Pictor Zoom, pour l'instant, j'ai eu l'accès que à ça. Maintenant, je suis avec la gamme V-Speed Prime Retro. Je suis content, mais ça ne permet pas à ma Raptor, je ne peux pas utiliser 100% des capacités de ma Raptor avec des petits objectifs. Ça aurait été pire avec une Harry. Donc voilà, et ça me semblait plus accessible. Et puis j'aimais bien les capacités de la Raptor à faire du ralenti extrême, etc. Le petit boîtier, la taille de la caméra, c'est génial. Le RF, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'objectifs en RF disponibles, j'espère que ça va changer dans les 10 prochaines années parce que voilà, c'est quand même un pari. Et voilà. Que penses-tu de la RED et est-ce que tu penses changer de la part de Enaelsa Studio? Non, je ne pense pas changer. Je vais rester sur RED et je vais prendre une RED Komodo X bientôt parce que je vais rester chez RED. J'aime bien collaborer avec eux. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec eux. J'aime beaucoup. Ils sont très cool. Je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir. Ils ont pris un marché vraiment énorme entre les hybrides, le début de caméra de cinéma aussi, la FX6, etc. à 10 000 euros. Après, il n'y a rien jusqu'à 50 000 euros. C'est de la Harry. Donc entre 10 000 et 50 000, bah, c'est RED. Et ils ont vraiment fait un beau marché, un bon compromis, un bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est vrai. Bon, même si l'écosystème est cher, bah, je suis quand même super satisfait et je ne changerai pas parce que c'est tout simplement incroyable. Et je le redis encore, mais j'ai triplé moi mon chiffre d'affaires depuis que j'ai acheté une RED. Tout a changé, toutes mes prods a changé, toute ma vie pro a changé. Et puis ça m'a permis de m'améliorer énormément. Donc je ne peux qu'en conseiller. Et bah, ça va répondre à la dernière question de Léo Baert 23. Est-ce que commencer son activité de vidéaste avec une caméra Blackmagic est judicieux pour toi? Oui, parce que ça va te pousser à aller chercher rapidement des compétences pour maîtriser ta caméra, maîtriser l'image, la compo, le workflow, etc. Donc si tu t'achètes une caméra qui est plus avancée alors que tu es débutant, bah, ça peut que te faire grandir plus vite. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est ça, soit tu n'y arrives pas et en fait, c'est pas du tout ton métier. Mais tu vas le savoir très vite. Mais moi, oui, je conseille parce que Blackmagic, par exemple, tu vas être que sur du manuel, tu n'auras pas d'autofocus, donc très bien. Tu vas être que sur du manuel, tu vas aller pousser sur les trucs pour aller dans le cinéma, c'est un super bon début, c'est génial. Et tu peux aller très loin avec facturer très cher des caméras avec la Blackmagic. Allez, prochain thème, les formations. Une formation complète sur le son en interview en projet, encore une fois Yannick Scott. Non, pas une formation complète interview sur le son, parce que je ne suis pas ingénieur son, je ne suis pas chef son, ce n'est pas mon métier. Même si dans le métier de vidéaste ou cinéaste, vous avez une grosse part d'audio à maîtriser, moi je ne vais pas vous enseigner l'audio parce que j'ai choisi la facilité avec un Zoom F6 et un gros micro, un Sennheiser MKH 416, qui me permet d'avoir un son extrêmement de très bonne qualité, direct en sortie, et que j'ai pas besoin de retoucher parce que je ne sais pas mixer, je suis pas mixeur non plus. Je connais les bases, quoi, le channel EQ, le compresseur, etc. Mais ça suffit pas quand on est mixeur, il y a beaucoup plus que ça. Et vraiment, je laisse ça du coup à un mixeur quand j'ai besoin. Moi, le son que je vous sors, c'est directement sorti en RAW et enfin c'est brut, quoi, et j'ai pas besoin de le retoucher. Donc je vais pas faire de module, de masterclass sur le son en interview, mais par contre, dans la prochaine masterclass sur la direction photo en 2024, c'est fin 2024, normalement septembre 2024 j'espère, ou fin 2024, il y aura tout un module sur les interviews, les différents setups d'interviews, quel éclairage pour quel résultat, etc. Et je ferai une vidéo dédiée sur le son, la prise de son, que ça soit au micro-cravate, au micro-canon, etc., etc. C'est quoi les meilleurs outils, pour quel budget, pour quel résultat. Donc ça c'est prévu. Mais pas une masterclass dédiée pour ça, parce que c'est pas mon métier, quoi. Ça répond aussi à la prochaine question de Ludovic Gibert. À quand la masterclass éclairage interview? Donc voilà, t'as ta réponse. La question de com.berlu, les formations sont-elles éligibles au CPF? Non, parce que c'est une galère le CPF. C'est trop une galère. Et puis c'est vraiment, c'est des masterclass très accessibles quand même. Donc il n'y a peut-être pas besoin de CPF là-dessus. Et puis dernière question de Fabien LGC. As-tu prévu un système d'abonnement pour accéder à ton contenu, masterclass, etc.
Je sais pas, je pense pas, je ne crois pas. Peut-être, j'y réfléchis encore, ça dépend. Peut-être l'année prochaine, surtout avec tout ce qui arrive au niveau du film. Pourquoi pas faire un système d'abonnement parce que c'est vrai que c'est du contenu de très très haute qualité où je vais vous enseigner plein de choses. Et c'est vrai que moi, ça me permet aussi de gagner ma vie, de prendre tout ce temps parce que c'est un temps énorme et je vais en parler dans la prochaine. Je prends énormément de temps pour YouTube, pour Instagram, pour les masterclass. Ça fait 9 mois que je fais ça. Des masterclass, j'ai pris 9 mois, j'ai pas pris des projets clients pour ça, j'en ai pris que 2 des projets clients. Ils étaient pas énormes, pas très gros. Pour me dédier que à ça et que à vous enseigner parce que j'adore former, parce que j'ai envie que ça soit aussi une part de mes revenus, de vivre de ça parce que j'adore. Beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse, etc. Et puis un côté mentor, étudiant que j'aime bien, de transmettre, etc. Donc ouais, pourquoi pas mettre des abonnements l'année prochaine, à voir. Ça dépend si c'est quelque chose qui est intéressant ou pas, à la fois pour vous et à la fois pour moi. On parle pas c'est des abonnements, je sais pas moi, 5,99 € par mois, etc. pour avoir en exclusivité énormément de connaissances, de compétences sur mon moyen métrage qui arrive ou sur les pubs qui arrivent, les grosses pubs, parce qu'on commence à vraiment partir sur des projets vraiment très intéressants qui vont arriver. Donc je ne sais pas. Mais merci de cette question parce que ça m'y fait réfléchir encore. Allez, dernière rubrique, les tournages. Première question, encore Yannick Scott. Non mais ce Yannick Scott, je te jure, on a dit une question par personne, mais elles sont pertinentes, donc je les garde. Et elle répond à plusieurs questions de plein d'autres personnes. Donc là, j'ai sélectionné deux encore de tes questions. As-tu déjà rencontré des problèmes avec un client rendant difficile, impossible le projet à tourner? Alors à tourner, non. Par contre, à réaliser, oui, très difficile. Très très difficile. Je vais pas citer la marque, mais c'était en février en usine. J'ai pas montré la prod, mais c'était pas facile parce c'était un client qui voulait toujours plus que ce qu'on a décidé, de ce qu'on a validé dans le devis. Et je lui ai dit, hein, elle le sait. Et c'était compliqué parce que je devais faire bosser mes gars 12 heures au lieu de 8. Et ça me met hyper mal à l'aise. Je suis obligé de les payer évidemment plus. Du coup, je dois faire une facture de réajustement à mon client. C'est pas drôle. Ça ternit les relations. Et ensuite, j'ai plus de réponse pendant des mois sur la post-prod. Tout est en attente. Finalement, ils veulent plus ça. Finalement, on change ça. Finalement, on n'a pas le droit de mettre ça. Faudrait retourner avec d'autres produits. Est-ce que tu peux mettre des photos à la place des produits sur la scène finale de Packshot? Enfin, des choses qui compliquent tout, malheureusement, ça complique pour eux, évidemment, c'est déjà mauvais pour eux, mais c'est aussi c'est pas agréable aussi pour nous en post-prod, voilà. Donc ouais, c'était pas facile à gérer, faut être patient, faut rester dans l'éducation aussi parfois du client, faut garder l'optimisme aussi, puis faut rester aussi juste, hein, donc ça c'est pas facile. Yannick, je continue avec une autre de tes questions, merci pour toutes tes questions, c'est vraiment très cool. As-tu souvent carte blanche sur tes projets clients? Oui. À partir du moment où j'ai réalisé il y a 4 ans mon premier storytelling qui avait vraiment une belle tronche dans le cognac, qui était bien structuré, avec des acteurs, avec vraiment un beau scénario, une belle histoire, un beau message, une belle direction photo, etc. Quand j'ai présenté ça à d'autres boîtes et qui m'ont dit trop bien, on signe, ils me font confiance. Donc vous avez carte blanche, vous me faites un scénario, vous me faites un storytelling. Là j'ai encore une cliente qui m'a appelé la semaine dernière. Hello, on veut un storytelling sur ça. Voilà, tu me proposes un truc dans un budget de temps. Je fais ce que je veux en fait. Et je me cale des scènes que j'ai envie de tourner. Parfois je me dis tiens, j'aimerais bien tourner ça sous la pluie. Bon j'écris un scénario où il y a de la pluie, machin, ou c'est dans un bureau au fond en train d'écrire une lettre, etc. Donc je fais un peu ce que je veux et ça c'est assez cool. Donc là, à partir du moment où vous présentez vraiment un projet sérieux et vous dites non, moi c'est moi qui ai fait tout le scénario, je suis à la prod, à la réalisation, j'ai écrit aussi, donc voilà, vous pouvez me faire confiance et je vous accompagne et je m'occupe du marketing aussi. Donc voilà, il faut que vous arriviez à cumuler ces connaissances à la fois de narration et de marketing, comme on voit dans le masterclass publicité. Everest Communication, Simon. Préfères-tu former ou réaliser des prestations? Franchement, j'adore les deux, mais au bout d'un moment, former,
j'en pouvais plus, quoi. Les masterclass, mais c'est épuisant. Si vous saviez à quel point les masterclass sont épuisantes, c'est énergivore au possible, c'est très difficile, il n'y a rien de plus dur. Et franchement là, j'en avais vraiment marre parce que c'était difficile, c'est de l'usine en montage derrière, c'est très compliqué, c'est très long. Il faut être vraiment attentionné sur le détail, sur chaque comment est-ce qu'on guide les étudiants de A à Z, du chapitre 1 au chapitre 30, pour que vous puissiez toujours être motivé, toujours apprendre, aller jusqu'au bout, parce que moi, mon but, c'est que vous allez jusqu'au bout, donc c'est compliqué. Et je pense que j'adore former ça, mais je suis content que ça s'arrête à un moment et de prendre les prestations. Et les prestations, je suis pas souvent content que ça s'arrête. Je pense que je préfère aller en tournage, écrire des scénarios et aller réaliser les scénarios que j'écris. Il n'y a rien de plus agréable. Ensuite, la question de Sixela Prod. Quel est l'atout numéro 1 qu'un vidéaste doit posséder et le point rédhibitoire pour un client? Je dirais, quand on est vidéaste, cinéaste, bref, à son compte, one man crew, ou même quand on a une petite équipe, etc., la plus belle qualité d'un réalisateur, c'est d'être organisé. Je pense qu'il faut vraiment être organisé, que ce soit là-dedans, que ce soit dans vos storyboards, dans la pré-production, dans le scénario, dans la structure du scénario, dans votre pub, dans votre message, dans votre tournage, du découpage technique, de l'optimisation de tournage, dans les budgets, il faut vraiment être organisé. C'est une compétence qui s'entraîne, ça s'entraîne, c'est pas inné, faut bosser, faut vraiment bosser ça. Et je pense que c'est vraiment le plus important si vous voulez aller plus loin, parce que quand on est vidéaste, cinéaste à son compte sur des petits projets au début, il va falloir cumuler plusieurs postes, notamment celui de chargé de prod, assistant réalisateur, chargé de prod qui s'occupe que tout se déroule bien, que tout le monde est à l'heure, que tout le monde a les bons accessoires, que tout le monde est content et satisfait, qu'on enchaîne bien, que le temps pour chaque scène est bien respecté, que le rendez-vous avec TAC pour aller tourner ci est mis, etc. Et l'assistant réal, c'est tout le découpage technique, c'est l'optimisation du temps, c'est on tourne cette scène-là à cette heure-ci, c'est toute la partie en pré-prod en plus. Et puis sur le plateau, enfin et voilà, je pense que c'est vraiment la compétence à avoir. Et le point rédhibitoire, si vous avez des mauvaises surprises, si vous n'avez pas été bien organisé, si vous n'avez pas bien anticipé, il va y avoir des mauvaises surprises pour le client. Et mauvaise surprise sur mauvaise surprise, ça descend les points, et -1 déjà, moi je considère que c'est mort, donc -2, -3 mauvaises surprises, terminado quoi. Donc c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous font manger, payer les loyers, donc il faut vraiment être vraiment très carré. Gaspe Vincent, quels sont selon toi tes points faibles sur lesquels tu t'entraînes pour progresser? Très bonne question. Mais mon gros point faible, je pense, c'est surtout sur la transition des scènes, sur comment est-ce que je peux mieux guider l'œil du regard de mon audience de façon fluide, scène par scène, et d'avoir de plus belles transitions, moins brutes, moins aléatoires, disons. Et ça se bosse en storyboard, ça se bosse vraiment sur le cadre et la compo qu'on fait en storyboard par rapport au repérage qu'on a fait, et de bien enchaîner les scènes. Ça, c'est mon point faible, c'est sur lequel je mets mon attention et j'essaie de progresser. Dernière question de Elapsus. Comment tu t'organises ton temps? YouTube, entreprise, famille, merci pour ton dévouement. Merci pour ton soutien, merci pour les commentaires, merci pour les likes, les partages, etc. C'est vraiment énormément de reconnaissance, si vous saviez. Parce que c'est pas facile YouTube. Surtout dans une branche comme ça où je suis tout seul. Il y en a très peu, il n'y a aucune personne sur Red Raptor qui font des pubs et qui montent les making-of comme je vous ai dit, donc je suis une branche un peu seule, et du coup c'est pas facile parce que ça ne concerne que très peu de monde, c'est une niche. Donc comment j'organise YouTube, entreprise, famille? YouTube, c'est devenu quelque chose de très important puisque comme j'ai énormément de collaborations avec les marques, vous avez vu, j'ai accès à énormément de matériel, et là-dessus j'ai beaucoup de chance, je le sais. C'est beaucoup de boulot YouTube pour arriver là. Ça me prend à peu près 1 semaine et demie par mois entre la préparation, l'écriture des vidéos, le tournage, le montage, etc. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. 1 semaine et demie, voire parfois c'est 2 semaines par mois, quoi. C'est la moitié du mois, je la passe sur YouTube et Instagram à créer du contenu. Maintenant, ce que je fais, c'est que ce que j'ai fait depuis 1 an et demi maintenant, c'est que je fais des vidéos YouTube en fonction des projets clients.
Donc je me focalise sur mes projets clients. Là par exemple je rentre 1 mois et demi en pré-prod, 1 mois en pré-prod. Je vais pas beaucoup faire de vidéos YouTube, très peu, peut-être 1 ou 2. Et je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et je me concentre que sur la pré-prod, j'ai les repérages, j'ai les storyboards, etc. On va tourner pendant 1 semaine, 10 jours la pub, et je vais sortir mon contenu YouTube en fonction de tout ça. C'est pour ça que j'adore les making-of et même c'est l'objectif de la chaîne. Donc j'essaie d'optimiser au mieux. Maintenant je délègue la partie making-of. Je l'avais déjà délégué, mais le montage des vidéos YouTube, je le délègue. Voilà, j'ai quelqu'un qui va s'occuper des making-of et du montage. Ça va changer, il va y avoir un style bien approprié, donc ça c'est cool. Et en fait, il faut que vous sachiez que je me lève très tôt parce que j'ai une organisation assez cool, assez cool, je veux dire assez bien fixée quoi. J'ai une routine bien faite. Je me lève. Alors cet été c'était 4h30 du matin tous les matins, mais sinon c'est 5h. Toute l'année je me lève à 5h du matin. Parce que je médite tous les matins, tous les soirs aussi, mais le matin c'est encore plus agréable. Et du coup j'enchaîne, je pars au bureau, au studio ici où je tourne là, je suis là à 6h, parfois à 6h30, parfois 7h, et je bosse jusqu'à 14, jusqu'à 15h max. Et à 15h j'arrête, et de 15 à 22, voilà, je suis tranquille, je suis avec mon épouse, je suis avec les amis, etc. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai la chance d'avoir un studio qui est déconnecté de la maison, donc c'est vraiment une coupure, et ça il faut, c'est vraiment très important. Mais ouais, j'ai cette routine 5h, 15h, donc je bosse, je fais mes 10 heures par jour en fait, de 5 à 15, parfois moins évidemment, parfois plus, ça dépend les périodes, mais ouais, ce qui est important c'est de rester équilibré, et ça je peux que vous conseiller la méditation, parce que moi c'est ce qui me permet de rester équilibré, et l'équilibre c'est le dynamisme. Quand on est équilibré, on est dynamique. C'est la dynamique, il n'y a rien qui est en stagnation dans la vie. Le corps n'est jamais en stagnation, le sang n'est jamais en stagnation, les liquides, les fleuves, les océans, les montagnes, rien ne stagne, tout est en mouvement perpétuel. C'est l'équilibre, c'est du dynamisme. Et la méditation, ça permet de rester équilibré, de ne pas aller trop dans les extrêmes, que ça soit dans l'action, le futur, etc., ou comment on appelle ça, la léthargie, les émotions, la nostalgie, le passé, etc. Mais vraiment de rester au présent, de rester centré, de rester voilà, avec un bon discernement de là je travaille trop, il faut que j'arrête, là c'est pas besoin, là je peux prendre du temps pour me relaxer, puis je me déconnecte vraiment. Et la méditation, c'est pas de se déconnecter, c'est de se connecter justement, de se connecter pour recharger les batteries. Et ça, c'est ce qui me permet de rester équilibré, vraiment. Donc voilà. Maintenant, YouTube, faut que ça reste une part secondaire pour moi, parce que ma priorité, moi, c'est mon film, c'est mes projets clients, c'est les pubs que je réalise. Donc je fais YouTube en fonction de mon business, voilà. Et je veux pas être un YouTuber, et je serai jamais un YouTuber 100% à temps plein, voilà. D'une, parce que c'est pas j'ai pas envie de gagner ma vie avec ça, voilà. J'ai envie que ça soit quelque chose d'accessible, quelque chose de partage, quelque chose pour de démocratiser aussi tout l'aspect du cinéma qui est difficile d'accès. Et voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bye bye. 再见